la suite du bouquin. Parmi les médecins, on compte 4 chirurgiens. Karl Brandt, autorité médicale suprême du Troisième Reich, chargé notamment du programme Action T4, utilisé pour euthanasier les malades mentaux et les handicapés. Il est condamné à mort et exécuté le 2 juin 1948. Karl Hubbard, né le 23 novembre 1897, médecin de Heinrich Himmler. En 1933, il est médecin-chef de l'ASS. En 1936, directeur médical des Olympiades et restera jusqu'au bout un compagnon et conseiller fidèle de Himmler. Quelques jours avant la capitulation en avril 1945, à la suite du suicide de Grawitz, il est nommé président de la Croix-Rouge allemande, jugé pour avoir pratiqué des expériences sur les prisonniers des camps, spécialement les femmes de Ravensbrück, condamnées à mort. Il est exécuté le 2 juin 1948. Fritz Fischer, 35 ans, le plus jeune des accusés, assistant de Karl Hubbard. Paul Rostock, chirurgien civil à Berlin et chef du conseil de sciences médicales et de recherche. Bactériologiste Siegfried Handloser, médecin général, chef des services de santé de la Wehrmacht. Joachim Gowski, médecin et chef de l'Institut d'hygiène de l'ASS, jugé pour expérimentation sur les prisonniers des camps, condamné à mort, il est exécuté le 2 juin 1948. Gérard de Rose, vice-président de l'Institut Robert Koch, médecin commettant des sévices sur ses patients, condamné à la prison à vie. Il bénéficie d'une réduction de peine en 1951 et d'une libération anticipée en juin 1958. Oskar Schröder, médecin général, chef des services de santé de la Luftwaffe. 4 chercheurs en médecine aéronautique. Hermann Becker Freising, chef du département de médecine aéronautique de la Luftwaffe. Hans Wolfgang Romberg, médecin du centre d'aéronautique expérimentale de Berlin. Siegfried Ruf, chef de la section médicale du centre d'aéronautique expérimentale de Berlin. Konrad Schaffer, chercheur au Centre d'aéronautique expérimentale de Berlin. 3 dermatologues. Kurt Blom, scientifique ayant testé des vaccins sur des prisonniers de camps de concentration, jugé pour les exterminations de prisonniers malades et expériences conduites sur des êtres humains, il est acquitté. Hertha Oberhäuser, médecin qui participe à l'injection de sulfamide à Ravensbrück. Seule femme à être jugée, elle est condamnée à 20 ans de prison. Adolphe Pokorny, dermatologue accusé d'avoir coopéré avec les programmes de stérilisation, acquitté, pas à cause de maïs, de quoi de, à cause de, pas à cause, je sais pas, il y a, pas à cause de, mais malgré sa défense, qui consistait à rappeler le fait que la méthode de castration qu'il proposa dans une lettre n'était pas efficace. 2 médecins généralistes. Karl Gensken, chef du service de santé des Waffen-SS. Waldemar Hoven, médecin du camp de Buchenwald, jugé pour avoir euthanasié massivement les déportés. Condamné à mort, il est exécuté le 2 juin 1948. On trouve également Wilhelm Begelbock, spécialiste de médecine interne. Helmut Poppendick, généticien nommé en 1935 médecin-chef du RUSHA, Office central pour la race et la colonisation, chargé de la sélection des SS et de leurs fiancés pour le contrôle de leurs descendants, sélection positive. Son rôle dans les crimes commis, sélection négative. En Pologne est mal défini, condamné à 10 ans de prison. Source. Yves Ternon et S. Hellman, Histoire de la médecine, SS, Casterman, 1969. Georges Auguste Welz, radiologue, directeur de l'Institut de médecine aéronautique de Munich. Les 3 non-médecins sont Victor Braque, co-dirige le programme Action T4 et s'implique directement dans la Shoah par l'aide à la création d'installations du gazage. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité, il est condamné à mort et pendu le 2 juin 1948 dans la prison de Landsberg. Rudolf Brandt, juriste conseiller de Himmler. Wolfram Sievers, dirigeant de l'ANNRB, jugé pour ses expériences mortelles sur des humains. Condamné à mort, il est exécuté le 2 juin 1948. L'acte d'accusation est remis aux accusés le 5 novembre 1946 en langue anglaise et allemande.
Source. Philippe Aziz, 1975, op.site. Page 185. Les 23 accusés sont poursuivis pour 4 chefs d'accusation. Intention commune et complot en vue de commettre les délits des deuxième et troisième chefs. Crimes de guerre dans les prisons du Reich, en violation des règlements de la Haïeb, des conventions de Genève, des lois et coutumes de la guerre, des lois des nations civilisées. Crimes contre l'humanité, appartenance à la SS après le 1er septembre 1939. Les chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité visaient des faits identiques selon qu'ils avaient été commis contre des civils ou des combattants. En pratique, dans les débats et dans le jugement, ils furent réunis en un seul crime de guerre et contre l'humanité. Tous les accusés le sont au moins pour leur participation à l'organisation ou à la réalisation d'expérimentations médicales sur des êtres humains, notamment dans les camps de concentration. En ce qui concerne ce dernier point, des crimes commis dans des camps de concentration sont retenus. 1. Les expériences à Dachau, mars à avril 1942, sur la survie en haute altitude. 2. Dachau, août 1942 à mai 1943, sur la survie en hypothermie. 3. Dachau, juillet à septembre 1944, sur l'eau de mer potable. 4. Dachau, février 1942 à avril 1945, sur une vaccination contre le paludisme. 5. Buchenwald et Nats Weiler, décembre 1941 à février 1945, sur le typhus et autres maladies infectieuses. Sachsenhausen et Nats Weiler, sur l'ictère infectieux, ancien nom des hépatites virales. 7. Nombreux camps durant toute la guerre sur l'hyperitz, différents poisons et bombes incendiaires, phosphore. 8. Ravensbrück, juillet 1942 à décembre 1943, sur les sulfamides, la régénération des os, muscles et nerfs. 9. Auschwitz et Ravensbrück, mars 1941, janvier 1945, sur la stérilisation de masses de personnes. 10. Meurtre de 112 déportés pour une collection de squelettes et un projet de mise à mort de dizaines de milliers de Polonais tuberculeux. 4 accusés sont poursuivis en août pour leur participation au programme d'euthanasie. Action T4. Source. Bruno Alioua, 2017, page 68 à 71. Le procès débute le 9 décembre 1946. Il se déroule dans la grande salle d'audience du palais de justice de Nuremberg, là où ont été déjà jugés les dignitaires nazis, là où aussi ont été jugés les conjurés du complot du 20 juillet 1944, la tentative d'assassinat contre Hitler. Le président est Walter Bills, 70 ans, président de la Cour suprême de l'État de Washington. Il est assisté par Harold Sebring, juge de Floride, Johnson Crawford, juge de l'Oklahoma, et d'un juge suppléant, Victor Clarence Swearingen, juge du Michigan. Source. Bruno Alioua, 2017, page 65 à 68. L'accusation est dirigée par le procureur général James McHaney, aidé de 2 conseillers et 4 assistants. Pour leur défense, les 23 accusés sont assistés par 27 avocats, dont 8 ont assuré la défense des dignitaires nazis lors du premier procès de Nuremberg. Ces avocats ont donc une bonne connaissance du système juridique anglo-saxon. Source. Bruno Alioua, 2017, page 65 à 68. Les experts sont au nombre de 3. Léo Alexander, professeur de neuropsychiatrie, autrichien d'origine juive, émigré aux États-Unis et agent de renseignement de l'US Army, sur la recherche scientifique nazie autour de 7 rapports adressés au procureur général Andrew Ivy, chercheur en physiologie mondialement connu de l'Université d'Illinois. Il est issu d'une famille protestante, Werner Lebbrand, psychiatre allemand et professeur d'histoire de la médecine à l'Université d'Erlangen, avant d'être renvoyé parce que son épouse psychiatre, elle aussi, était juive. Source. Bruno Alioua, 2017, page 65 à 68. 32 témoins sont présentés par l'accusation, dont Jadwiga Zido, 53 pour la défense. 1471 documents sont cités. Source. Alioua, le procès des médecins de Nuremberg, la revue du praticien. 20 mai 2010, page 734 à 737. Le discours d'ouverture du procès est prononcé par le brigadier général de brigade en France, Telford Taylor, chef du conseil pour les crimes de guerre. Les accusés sur le banc des accusés avec meurtre, mais ce n'est pas un simple procès pour meurtre. Ces accusés n'ont pas tué de sang chaud ni pour un enrichissement personnel. Certains d'entre eux peuvent être des sadiques qui ont tué et torturé pour le sport.
Mais ce ne sont pas tous des pervers. Ce ne sont pas des hommes ignorants. La plupart d'entre eux sont des médecins qualifiés et certains d'entre eux sont d'éminents scientifiques. Pourtant, ces accusés, qui étaient tous pleinement capables de comprendre la nature de leurs actes, et dont la plupart étaient exceptionnellement qualifiés pour former un jugement moral et professionnel ce respect, sont responsables de la vente, en gros, meurtre et torture incroyablement cruels. Les accusés et leurs avocats débutent le procès avec aplomb et assurance. Leur liberté de parole est entière et ils exposent une argumentation cohérente. Selon Aliwa, il aurait été plus facile et moins dérangeant d'y voir des actes de perversion menés par une minorité déviante. C'est plus facile, mais c'est faux. Il faut accepter l'idée que les accusés ont été en mesure de présenter des arguments d'ordre moral. Leurs recherches ont été menées selon l'esprit des temps modernes, partagé par tous, y compris les Américains. De plus, ces actes relèvent de la nécessité sociale en temps de guerre et de la recherche de solutions urgentes à des problèmes pressants. Source Bruno Alioua, 2017, page 141 à 142. Autre source J. Katz, The Nuremberg Code and the Nuremberg Trial, a reappraisal. Journal of the American Medical Association. Volume numéro 276, volume 276, numéro 20, 27 novembre 1996, page 1662 à 1666. Selon la défense, le serment d'Hippocrate n'est pas opposable. C'est une éthique de médecine d'observation de l'Antiquité, pas de la médecine expérimentale moderne. Les relations médecin-malade ne sont pas comparables avec les relations médecin-détenu, et l'éthique du médecin-thérapeute n'est pas transposable au médecin-chercheur. Experts et témoins peuvent toujours rappeler que les médecins allemands et d'autres pays ont toujours insisté sur le respect du serment. Il n'empêche que sur le plan strict du droit, il existe bien un flou éthico-juridique. Source Bruno Alioua, 2017, page 143 à 146. L'absence à cette époque d'un consensus international précis sur l'expérimentation humaine permet à la défense de développer l'absence de crime selon le principe nullum crimen sine lege scripta certa previa. Pas de crime sans une loi écrite précise et antérieure. Source Ulf Smith, Medical Ethics and Nazism, New York, Cambridge University Press, 2009, page 876, ISBN 978-0-521-8800, non, c'est 88 879-0, page 602 à 603, dans The Cambridge World History of Medical Ethics, Robert B. Baker, dir. Les accusés reportent les responsabilités sur le régime totalitaire hitlérien en général, et en particulier sur les responsables en fuite, morts ou suicidés. Un médecin est non coupable puisqu'il est couvert par un médecin juridique qui endosse la responsabilité. De même pour un médecin qui n'est que l'instrument d'une volonté étatique. L'accusé Fritz Fischer déclare que ce n'est pas le médecin Fischer qui a agi, mais le soldat Fischer, tenu à l'obéissance, comme un aviateur qui doit lancer une bombe. Ce qui est arrivé n'a pas été provoqué par la cruauté, mais uniquement pour nous blesser dans le cadre de l'État. Selon les avocats de la défense, la juridiction des régimes démocratiques ne peut s'appliquer aux actes commis sous un régime totalitaire où les sujets n'ont pas de choix moral, leur destin étant fixé par l'État. Source Bruno Alioua, 2017, page 147 à 152. Selon les accusés, les expériences nazies en camp de concentration sont équivalentes aux expériences menées dans les prisons américaines. Source Amiel Kobe, op.site. Page 89 à 91. Ainsi, Siegfried Ruff et ou Hermann Becker-Fresen prétendent que les Américains mènent des expériences analogues aux leurs sur la haute altitude, le froid, l'effet de drogue, la composition du sang cardiaque ou cérébral, sur les détenus des pénitenciers, les objecteurs de conscience ou les cancéreux. Source Bruno Alioua, 2017, page 153 à 157. En janvier 1947, l'expert témoin de l'accusation, Werner Lebbrandt,
médecin allemand persécuté par les nazis, se présente à la barre. Un avocat de la défense l'interroge sur des cas d'expériences humaines hypothétiques. Dans tous les cas, le témoin répond qu'il s'agit de situations inadmissibles. L'avocat montre aussitôt qu'il s'agit de cas réels, en brandissant un numéro de magazine Life du 4 juin 1945 sur des expériences de paludisme menées sur les détenus de la prison de Stateville Correctional Center dans l'Illinois. Il lit entièrement l'article et commente les photos en détail. Interrogé à nouveau, le témoin confirme son jugement. Ces situations sont inacceptables. Le patient, devenant un simple objet, un colis postal, le témoin victime des nazis, est retourné en témoin à charge contre les pratiques américaines. Source J.M. Harkness, Nuremberg, and issue of wartime experiments on USA prisoners. Journal of the American Medical Association, volume 276, numéro 20, 27 novembre 1996, page 1672 à 1675. La nécessité au cours du procès de réfuter l'argumentation des accusés a conduit les experts du tribunal à approfondir des questions éthiques et juridiques jusque-là peu explorées. Ainsi, la distinction médecin-malade et chercheur détenu, où la recherche sur quelques-uns est censée s'effectuer au profit de tous, pose la question du sujet humain. Le procès avait vacillé lorsque les accusés et leurs avocats, aussi offensifs que bien informés, avaient mis à mal l'expert de l'accusation, le professeur Andrew Ivy, vice-président de l'université Northwestern et ancien président de l'American Physiological Society, appelé de Chicago. En renfort à Nuremberg pour défendre la recherche médicale américaine, il l'avait obligé à reconnaître publiquement que les recommandations publiées par l'American Medical Association concernant la recherche sur l'homme et qui mentionnaient l'obligation du consentement n'existaient que depuis décembre 1946, c'est-à-dire après l'ouverture du procès. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.